Franck Giscard, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble la thématique de l'optimisation de la rémunération du dirigeant salarié, assimilé salarié. On le sait, comme les TNS, ces dirigeants arbitrent entre rémunération et dividendes. On sait aussi que le PFU, la flat tax, est entrée en vigueur. Est-ce qu'elle a modifié, bouleversé et rebattu les cartes ? Alors elle a rebattu les cartes, oui, ça c'est une évidence, selon les TMI toujours, mais en tous les cas elle a rebattu les cartes. Par contre, il y a une constante, il y a vraiment une règle qui n'a pas changé, c'est le fameux ticket optimal de rémunération, celui qui consiste à distribuer dans le taux IS réduit à 15, là, les fameux 38 120 de résultats. Bon, là, cette règle-là, en tous les cas, elle n'a pas changé, quels que soient les TMI. Le ticket optimal de rémunération reste associé au taux IS réduit à 15. Mais oui, ensuite, évidemment, le PFU a fortement rebattu les cartes en termes de rentabilité sur les dividendes. Ouais. Et là, il faut cibuler, il faut aller dans le détail. Oui, il faut aller sur le détail. Alors bien évidemment, plus la TMI va monter, et plus le PFU va prendre de la rentabilité par rapport au barème. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur une TMI à 14, le barème garde quand même la préférence par rapport au PFU. Sur une TMI à 30, c'est quasiment équivalent. Et dès qu'on rentre dans la TMI à 41 et supérieur, là évidemment le PFU prend largement le dessus sur le barème. Il ne faut pas être un grand mathématicien pour comprendre que sur une TMI à 41 par exemple, même avec un abattement des 40%, je vais grosso modo payer 24 points d'IR, de fiscal, alors que sur le PFU je suis à 12,80. Donc voilà, dès qu'on rentre sur ces TMI-là, oui, le PFU prend de la vitesse. Alors on sait que le PFU, la flat tax, s'appliquera à tous les revenus de l'année éligibles. Est-ce que ça implique certaines prudences ? Oui, une forte prudence, oui, c'est une bonne question, parce que, bien évidemment, je peux être dirigeant salarié ou assimilé salarié, donc me distribuer du résultat sous forme de dividende et me poser la question de prendre le barème ou le PFU, mais en même temps, je peux très bien avoir un contrat d'assurance vie sur lequel je fais des retraits, qui rentre dans le cadre du PFU ou du barème ou autre, et pour le coup, je peux également être dans la situation où je vends mon entreprise, donc avec des gains de cession de titres, donc voilà, et c'est tout cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte pour déterminer réellement si au final, sur la déclaration des revenus de 2018, donc début 2019, il faudra garder le PFU ou opter pour le barème. Ce sera une simulation sur l'ensemble de la situation fiscale du chef d'entreprise. Oui, tout à fait, puisqu'on ne peut pas décortiquer, donc c'est une application globale, donc à partir de là, il faut faire un calcul global. On a vu la stratégie dividende, maintenant, on le sait, un autre levier important, c'est l'épargne retraite. Ça reste un outil très performant aujourd'hui ? Oui, toujours, d'autant plus si on prend en compte le fait qu'on a une grande réforme des retraites qui va arriver. Il y en a eu par le passé, mais il y en a une autre qui va arriver, qui sera en discussion dès l'année prochaine. Donc oui, ce type de dispositif est avantageux pour une première raison, c'est qu'il bénéficie d'un traitement fiscal et social extrêmement avantageux, exonéré de charges sociales, même s'il y a un forfait, et exonéré totalement d'impôts sur le revenu. Donc le simple fait que ce régime bénéficie du traitement fiscal, de ce traitement fiscal et social-là, ça reste des dispositifs extrêmement efficaces, oui, si on prend le régime 83, par exemple. Donc, on pourrait prendre un exemple. Oui, pour se rendre compte du rendement un petit peu. Oui, si on prend un exemple, on va dire assez standard, mais voilà, si on prend un dirigeant salarié qui a 45 ans avec une TMI à 30%, ce dont on se rend compte sur une enveloppe de rémunération de 100, pour faire simple, c'est que s'il utilise un dispositif de retraite dit 83, plutôt que prendre du dividende, donc s'il arbitre un peu entre dividende et ce type de dispositif, mais il va perdre à peu près entre 1 et 2% de pouvoir d'achat, mais il va gagner pratiquement 10 points de retraite. Donc voilà, est-ce que le dirigeant est 1 ou 2% près aujourd'hui de pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il sera à 10% près de retraite demain ? Donc c'est une alternative qui doit être proposée pour qu'il puisse choisir et piloter sa rémunération en tout état de cause. On voit clairement l'intérêt de ces dispositifs en tant que complément de retraite. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser l'épargne retraite ? Oui, toujours pareil, parce que là, au-delà des notions de produits, dès qu'on arbitre entre de la rémunération, du dividende et des dispositifs facultatifs, en fait, on arbitre entre régime de répartition et régime de capitalisation. Et dès qu'on arbitre entre ces deux régimes-là, déjà, on protège le dirigeant face à l'impact des réformes passées, et puis en plus, on le protège face à la réforme à venir. Et puis, bien évidemment, les règles de réversion des régimes de capitalisation complètement différentes des règles de réversion des régimes de répartition, ne serait-ce que sur la notion de mariage. Donc, à partir de là, le dispositif facultatif devient en plus un outil de transmission du patrimoine. Donc, pour toutes ces raisons-là, les dispositifs facultatifs doivent être proposés.
et doivent être combinés pour que, face à la situation matrimoniale et patrimoniale du client, le dirigeant puisse choisir réellement quelle alternative est la meilleure face à sa situation. Franck Gisclard, merci beaucoup. Avec plaisir.